Bonjour et bienvenue ici pour le workshop proposé par Luno Technologies qui va nous parler, nous présenter de la VX120, une machine révolutionnaire. Et ce sera Monsieur François Rodet qui est juste à côté de moi, chef de produit optométrie et rétine chez Luno Technologies, qui vous présentera cette machine en compagnie de son invité qui est Christophe Fontevieille, qui est opticien, optométriste et professeur universitaire. Donc je vous laisse la parole. Tout de suite, on va commencer par... vous allez présenter votre invité peut-être ? Je vais présenter Monsieur Fontevieille, qui est professeur d'optométrie et qui va nous renseigner sur les utilisations toutes particulières de notre VX120. Qu'est-ce qu'il peut apporter aux professionnels de la vision, qui sont les opticiens, les optométristes, voire les ophtalmologistes. Bonjour, c'est exact. Alors mon rôle ici, ça sera effectivement de montrer l'interface entre cette belle technologie et puis ce que cela peut apporter aux clients des opticiens, absolument. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir une petite vidéo de présentation de cette VX120. Et puis moi, je vous laisse en compagnie de votre invité. On se retrouve tout à l'heure. Ok, merci. Donc le VX120, c'est un outil de diagnostic complet qui a été fabriqué par la société Visionix. Donc cet appareil va nous permettre de faire de la bérométrie, de la tonométrie. Vous allez voir sur la vidéo comment ça se passe exactement. Je laisse dérouler un peu la vidéo. Voilà, la topographie va être faite au moyen du disque de Placido. Ensuite, l'analyse de la fonction visuelle va être effectuée au moyen de la béromètre. Là, on voit la topographie avec toutes les cartes de topographie. Et on a aperçu également une carte d'abérométrie. On va pouvoir calculer l'excentricité, dépister le kératocone. Et on a également un module de lentilles de contact qui permet l'adaptation des différentes lentilles disponibles sur le marché. Grâce à la caméra Scheimpflug, on va être en mesure de mesurer l'épaisseur de la cornée, c'est-à-dire la pachymétrie, et également de proposer toute une biométrie de ce segment antérieur, à savoir la profondeur de la chambre antérieure, mais également les angles irido-cornéens. On y reviendra tout à l'heure lors de la présentation de cas concrets. Bien évidemment, on a la possibilité de mesurer la pression intraoculaire de l'œil au moyen d'un tonomètre non contact et de corréler cette mesure à l'épaisseur de la cornée afin de lui donner une valeur effective. Là, on a le détail de la matrice Shach-Hartmann, et cette analyse de la fonction visuelle au moyen de la bérométrie va nous permettre également de quantifier et de visualiser la qualité de vision sur différentes cartes qui sont disponibles dans l'appareil. Là, ce sont les cartes d'aberration. Donc, on a les cartes d'aberration de l'œil, mais également cornéennes et internes, c'est-à-dire la totalité de la boîte optique. La réfraction, bien évidemment, est basée sur la technologie du front d'onde, ce qui va nous donner un peu plus de précision sur la puissance et l'axe du cylindre. Les professionnels le savent tout à fait. Voilà les différentes cartes qui s'affichent. Dépistage du glaucome, bien évidemment, avec la tonus et les angles irido-cornéens. Quantification aussi des opacités criscaliniennes avec le module de rétroéclairage qui est également présent dans l'appareil. L'objectif, c'est d'avoir une technologie qui permet, c'est vrai, d'avoir une réfraction la plus pointue possible, donc en ce qui concerne la sphère, l'astigmatie, son cylindre. Et puis dans différentes conditions de lumière aussi, on verra que la machine offre des possibilités avec des pupilles de taille variable. Et ça, c'est assez fondamental parce que si la pupille est grande ou si la pupille est petite, il va y avoir une petite différence. Quand on est en vision de loin, la pupille est plutôt grande, et quand on est en vision de près, la pupille est petite. Et souvent, on fait des associations quand l'opticien donne une paire de lunettes. En tout cas, qu'il fait une compensation au mieux, il le fait toujours pour la vision de loin sans justement prendre en compte les paramètres qui sont impliqués par cette variation de pupille. Or, dans la vraie vie, les variations de luminosité et de lumière ambiante vont faire que la pupille varie et s'adapte sans arrêt à ces différents niveaux de luminance. Donc faire des examens avec des pupilles variables et en tout cas évaluer les aberrations avec ces pupilles variables, c'est quelque chose qui est assez important. Et vous allez voir qu'il va donner des informations qui pourront être utilisées directement. Donc voilà l'écran récapitulatif des mesures effectuées avec notre VX120.
Sur le premier écran, sur le haut de l'écran, on va visualiser la réfraction. La réfraction qui est caractérisée par deux valeurs, jour et nuit, puisqu'on a la possibilité de mesurer, et non pas d'extrapoler, j'insiste, de mesurer la réfraction du patient à deux tailles de pupilles particulières. Ça, c'est super important parce qu'il y a des gens qui se plaignent, par exemple, dans des conditions mésopiques, c'est-à-dire avec peu de lumière. Vous en avez d'autres, au contraire, qui ne sont absolument pas gênés par ces variations de lumière. C'est très important, il existe certaines pathologies ou bien même certains traitements optiques qui fonctionneront mieux dans une condition ou d'une autre. Donc le fait de mesurer avec une grande ou une faible pupille va donner des informations qui sont des informations capitales sur le choix de la compensation et aussi sur le choix d'une éventuelle pathologie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, une grande et une petite pupille donnent une indication, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure un peu en préambule, sur les capacités de la personne en vision de près. Quand on fait une réfraction, souvent on la fait en vision de loin, on ne la fait pas en vision de près. Or, en vision de près, la pupille va varier et on a un effet de myosis. Et cet effet de myosis, associé à la réfraction, permet de savoir, par exemple, à l'opticien s'il a une réfraction en vision de près et en vision de loin qui va être équivalente ou différente. Donc, vous voyez, ça peut donner deux types d'informations. Une information vraiment sur la physiologie, une information plus fonctionnelle. Alors sur cet écran de mesure, cet écran récapitulatif, on a également les mesures de la topographie avec les indices de kératocone. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. On a la pachymétrie dont je vous parlais tout à l'heure, donc la coupe de la cornée et l'épaisseur de cette dernière, la visualisation des angles iridocornéens. Donc l'écran récapitulatif vous donne déjà toutes ces bases en un seul coup d'œil, la tonométrie également. On va ensuite rentrer dans les différents menus avec les icônes qui se trouvent vers le bas. Le premier, ce sont les cartes de topographie et d'aberration. Ici, on a une carte d'aberration des aberrations de bas niveau. On va plutôt parler de la cornée. Voilà donc toutes les cartes de cornée qui sont disponibles. On a la carte axiale, sagittale, d'élévation, de réfraction. Je passe, les professionnels savent de quoi on parle. Et puis on va laisser Christophe peut-être commenter ce cas particulier parce qu'il est intéressant. Alors effectivement, ce cas particulier montre bien que les rayons de la cornée ne sont absolument pas les mêmes dans le plan vertical. On a là le début d'un beau kératocone, probablement un kératocone de stade 1. Si je ne me trompe pas, on regardera les chiffres d'un peu plus près. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement on peut suivre l'évolution d'une pathologie et puis surtout appréhender en fonction de cette topographie le type de lentille. Par exemple, sur un stade 1, comme ça, on peut très bien envisager, pourquoi pas, l'adaptation de lentilles de contact. Et on voit tout de suite quelle est la géométrie en fait, de la lentille de contact parce qu'on voit l'étendue du kératocone et l'apex du kératocone, bien entendu. Donc l'évaluation ici est capitale pour le suivi de la maladie, mais aussi, là, vraiment j'insiste sur l'équipement optique. Donc ça c'était la carte de la cornée. Comme vous pouvez le voir également, les cartes d'aberration sont disponibles au niveau cornéen, au niveau interne et au niveau total comprenant bien évidemment la cornée et le cristallin qui forment toute la boîte optique. Alors ça aussi c'est intéressant, ça montre qu'une compensation au niveau de la cornée ou une compensation en lunettes donnera évidemment pas le même résultat. On a ici une idée, on peut même anticiper sur l'impact de la compensation par exemple d'une réfraction cornéenne sur la compensation totale. On part du principe en général que l'astigmatisme par exemple, si je parle de l'astigmatisme total, est le fruit de l'astigmatisme cornéen et l'astigmatisme interne, c'est-à-dire de la chambre antérieure, du cristallin, etc. Donc là on voit là directement l'impact lié à l'aberration sur chacune de ces surfaces. Alors au niveau de l'écran de mesure de la cornée, là encore on a tout un récapitulatif, on a les indices de probabilité du kératocone qu'on peut détailler ici en rouge. Là il n'y avait pas beaucoup de surprises à ce niveau-là. On a toutes les cartes d'excentricité, donc pour les gens qui font de la lentille de contact, c'est intéressant. On peut également les décliner en rayons sagittaux, en méridien à 3, 5, 7 mm ou la valeur classique de l'astigmatisme. Ça, c'est pour ce qui concerne les cartes, mais on a également au niveau cornéen toute la biométrie de la cornée, avec la mesure blanc à blanc, ici en partie supérieure, la profondeur de la chambre antérieure également, l'épaisseur de la cornée au centre et en périphérie, et puis comme le faisait remarquer
Christophe à l'instant pour la pathologie glaucomateuse, il est intéressant de s'intéresser, justement c'est le cas de le dire, à la nature des angles, et on peut également mesurer les angles iridocornéens dans ces deux zones-là. Alors, c'est super intéressant d'avoir les épaisseurs de la cornée comme ça, parce que souvent, je sais que les clients des opticiens posent la question, est-ce que je peux me faire opérer, par exemple, de la myopie, etc. Le fait d'avoir une indication sur l'épaisseur donne quand même la probabilité de ce type d'opération. Donc je crois qu'on a un outil qui est finalement un outil assez didactique, qui peut s'accompagner évidemment du diagnostic qui sera fait par l'ophtalmologiste. Souvent les gens reviennent en disant je suis déçu, je pensais peut-être me faire opérer et puis l'ophtalmo a dit que c'était pas possible parce que ma cornée était trop mince. C'est une façon assez finalement pédagogique de montrer que oui, la cornée est mince, qu'il y a effectivement une myopie beaucoup trop importante par exemple pour cette topographie. L'évaluation des angles ici, c'est intéressant. Souvent, même les ophtalmologistes peuvent avoir peur, dans certains cas, de déclencher un glaucome parce que simplement l'angle iridocornéen est étroit. Avec cet appareil, on verrait tout de suite effectivement qui peut être ou non dilaté sans même faire un test invasif ou sortir la lampe à fente avec peut-être une lentille de Vogt, des choses qui sont plus compliquées, par exemple. Sur les coins suivants, on va aborder la pression intraoculaire, c'est-à-dire la tonométrie. Ici, on a réalisé une seule mesure de tonométrie. Certaines écoles préconisent de faire 3 mesures. C'est tout à fait possible de le faire dans les paramètres de l'appareil. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir corriger cette pression intraoculaire au travers de l'épaisseur de la cornée. Je ne vais pas rentrer dans les détails là encore, mais l'appareil va vous donner directement la valeur de cette tension corrigée, avec le choix également possible de différents abacs, puisque là, on est sur Dirty One. On a différents abacs différents qui peuvent être choisis dans les paramètres de l'appareil ou bien même personnaliser ces valeurs-ci. Au niveau de la biométrie de la cornée, je vous ai dit tout à l'heure qu'on mesurait la profondeur de la chambre antérieure. On mesure également le volume. La machine, le VX120, est capable de vous donner l'angle kappa et surtout le décentrement de la zone visuelle. Les angles iridocornéens sont repris sur cet écran. Donc on a là avec cet écran tout un flot d'éléments diagnostiques pour poser la pathologie glaucomateuse ou au moins l'appréhender de manière primaire. On va parler des opacités cristalliniennes. Je vais te laisser parler 30 secondes, le temps que je puisse changer. Alors je disais tout à l'heure en préambule que ce qui était important, c'était de remettre la vision dans son contexte et son contexte anatomique notamment. C'est vrai qu'au début de la cataracte, les personnes commencent à avoir des symptômes qui sont des symptômes un petit peu sournois, parfois même peu perceptibles par les spécialistes. Par exemple, il s'agit souvent d'une chute de la sensibilité à la couleur, la sensibilité au contraste. Donc des choses qui, dans des conditions particulières, sont évidentes pour la personne qui est atteinte, mais pour le spécialiste, qui sont difficiles à évaluer. Parce qu'effectivement, quand on va voir un spécialiste de la vision, il va faire des évaluations principalement de l'acuité visuelle, parce que l'acuité visuelle reste un critère très important, que ce soit pour les ophtalmologistes, les opticiens, etc., tous les spécialistes de la vision. Mais elle est faite, cette acuité visuelle, que dans un contexte bien particulier qui est fort contraste, forte luminance. En gros, ce sont des lettres qui sont bien noires et blanches et très bien éclairées. Alors ça, c'est très bien, mais justement, on va masquer un petit peu finalement les symptômes de la cataracte. Cette opacité du cristallin qui est naturelle avec le temps, va devenir... si on est atteint de la cataracte de manière un peu trop importante, et va d'abord faire chuter la sensibilité au contraste. C'est très difficile pour la personne de décrire ce qu'elle ressent. L'opticien a du mal à comprendre que la personne ait cette cataracte, alors qu'effectivement, quand l'acuité visuelle est mesurée, c'est ce qu'on va voir là par exemple sur ce patient-là, on va voir que l'acuité à fort contraste, forte luminance est bonne. Et pourtant, vous allez voir, l'écran va présenter effectivement des opacités. Alors, c'est très sympa de pouvoir associer la performance avec le choix, par exemple, de l'opacité et sa localisation. Et il y a même un classement qui va être possible sur cet abac. Donc je reviens sur cet écran. Voilà l'écran de l'opacité qui a été réalisé au moyen de la rétroillumination. Donc ça se fait dans le flot de mesure, c'est très très rapide. On a également sur le côté la matrice Shack-Hartmann qui peut renseigner également sur la cataracte en considérant les différences de contraste des points. Mais le plus simple, c'est bien évidemment de regarder ces opacités.
Donc là, je ne sais pas si ça rend très bien à l'écran, mais on voit sur une image qui devrait être d'une couleur gris clair uniforme, on voit des taches noirâtres un petit peu en périphérie, un petit peu au centre, qui signent la cataracte. Le second point, comme le disait Christophe, c'est qu'on a intégré à la machine le LOX 2, donc le LOX c'est le Lens Opacity Classification System, c'est le système de classification des opacités qui est en vigueur dans le monde entier et qui est une base qui est mise en place depuis quelques années et qui permet de classer ces différentes cataractes, qu'elles soient corticales ou centrales, qu'elles soient postérieures ou antérieures. Donc on va pouvoir classer tout ça et Christophe va vous expliquer quel est l'intérêt de cette classification dans le temps. Alors ça c'est important parce que la personne donc décrit avoir des symptômes, elle a des gènes, ces gènes ne sont pas forcément visibles avec les outils classiques que l'on utilise, c'est-à-dire l'acuité à fort contraste, d'ailleurs on va vous le montrer dans 30 secondes, et là ça permet simplement de se rendre compte des choses. Ah oui c'est vrai, il y a une opacité et on peut la localiser, donc comme tu le disais, elle peut être donc du noyau ou au contraire sur le cortex, donc on va la localiser anatomiquement et surtout on va la localiser en fonction de l'axe antéro-postérieur, c'est-à-dire est-ce qu'elle est sur l'avant du cristallin ou est-ce qu'elle est sur l'arrière du cristallin. Or on sait aujourd'hui que cette répartition des opacités selon qu'elle est sur la face avant ou face arrière ne va pas du tout donner la même performance. Par exemple, si c'est sur la face arrière, les opticiens le savent, il y a un point de conjugaison optique qui s'appelle le point nodal image. Là c'est peut-être un peu technique, mais toujours est-il qu'elle transite par ce point-là. Ce qui veut dire que si l'opacité se trouve malheureusement sur ce point-là, alors qu'au fond l'image initiale donnait une petite opacité, mais elle est mal placée, effectivement on aura une chute d'acuité qui sera beaucoup plus importante. Donc c'est une façon finalement objective de mettre en relation la pathologie, la cataracte qui était en train de se développer et la performance. Donc ici, malheureusement sur l'écran, on ne le voit pas bien, mais c'est très dommage parce qu'on voit effectivement des opacités qui sont assez importantes. On voit aussi qu'elles sont localisées au bon endroit et quand vous allez voir, on va regarder l'acuité de cette personne, on va se rendre compte que cette personne a, pour une acuité à fort contraste, eh bien, une jolie performance. On a les échelles là. Je vais juste ajouter une chose, c'est que pratiquement dans le temps, on va pouvoir avoir une image fixe de la cataracte à un instant T. Quand le patient va revenir 6 mois, 1 an après, on va pouvoir voir s'il y a une évolution ou pas. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique pour le professionnel de la vision qui va lui permettre d'avoir une référence. C'est vrai que souvent les clients qui viennent voir les opticiens en fait disent voilà j'ai été diagnostiqué d'une cataracte, dites-moi est-ce que je dois me faire opérer ou pas, mon ophtalmo pense que, et ils ont souvent besoin d'un deuxième avis. Et je crois que c'est une façon d'appuyer peut-être le diagnostic de l'ophtalmo ou non d'ailleurs. Là il y a peut-être quelque chose à creuser. Alors voilà, sur les deux cartes on voit bien là corrigé et non corrigé. Quand on regarde comme ça les choses d'une première lecture, on ne voit pas vraiment de différence. Donc cette personne, on voit qu'elle a une opacité cristallinienne qui est relativement importante, elle est géographique, elle est très développée. Et par contre, quand on regarde son acuité fort contraste, forte luminance, on se rend compte que il n'y a pas un gros écart. Alors en regardant effectivement les aberrations de l'œil corrigé et de l'œil non corrigé, on voit qu'effectivement l'aberration est relativement modérée pour ce type de pathologie. Donc ça confirme effectivement ce qu'on disait, c'est que les images passent au travers cet œil et que les aberrations engendrées par la cataracte sont finalement peu nuisibles pour cette condition de luminance. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est que ça ne veut pas dire que cette personne ne sera pas gênée dans d'autres conditions de luminance. Et c'est ce qu'a un petit peu montré les tests avant, parce que là on a montré que la cartographie du cristallin, mais on aurait vu par exemple qu'il y a peut-être des différences de réfraction avec une petite et une grande pupille. Voilà. Alors on a oublié de parler des coefficients d'aberrométrie. Je vous ai dit tout à l'heure en préambule que la machine était avant tout et surtout également un aberromètre qui nous permet d'avoir une réfraction beaucoup plus pointue. On a également cet écran récapitulatif qui va nous détailler les principaux paramètres des polynômes de Zernicke avec le défocus, l'astigmatisme, les aberrations de bas niveau qui sont ici, de haut niveau ici, le RMS, le root mean square, qui est noté également, donc ça cause aux professionnels également. Et puis le Z4-0 qui est intéressant, peut-être un peu plus pour les ophtalmologistes qui veulent poser des implants asphériques particuliers. Donc là encore, on a la totalité de ces aberrations, tant d'un point de vue oculaire, je rappelle oculaire c'est corné plus cristallin, c'est-à-dire la totalité de la boîte optique,
les aberrations cornéennes et puis les aberrations internes, donc là encore qui vont peut-être intéresser un peu plus l'ophtalmologiste une fois qu'il aura enlevé le cristallin et posé un implant. On fait peut-être un petit dé. Tu as quelque chose à dire? Oui. Quand on regarde des aberrations comme ça, on peut même peut-être anticiper du système, par exemple, optique ou des corrections dans le verre optique. Par exemple, on sait qu'il y a des aberrations qui sont quasiment pas gênantes en unifocale et qui, par exemple, avec des surfaces progressives, vont être évidemment plus rédhibitoires. Donc c'est une façon aussi de dire, bah tiens, effectivement, ce type de géométrie marchera mieux qu'une autre type de géométrie. Alors, je voulais également vous montrer un exemple de glaucome. Alors, la machine, bien entendu, a une base de données complète. La machine, on va pouvoir la relier à toutes sortes de logiciels, de PC, la connecter à des phoroptères. Et donc, c'est ce qui va me permettre de retrouver, moi, mon exemple particulier. Un petit instant. Voilà, mon glaucome qui arrive. Juste quelques instants, le temps que la machine charge la page qui nous intéresse. Et donc pour le glaucome, on va essentiellement dans un premier temps s'intéresser à l'image de la cornée, comme on l'a vu tout à l'heure, et de la chambre antérieure. C'est pas celui-ci que je voulais, mais ça fait rien. Donc qu'est-ce qui va caractériser cette pathologie glaucomateuse? Qu'est-ce qui va ouvrir l'œil du professionnel? C'est bien évidemment les angles iridocornéens. Donc on a effectivement ici des angles iridocornéens qui sont de petite valeur. Et si on regarde le tonus également, on va avoir des valeurs qui vont être certainement ou généralement un peu plus élevées. Alors oui, l'étude de l'angle iridocornéen donne dans un type de glaucome effectivement la prévalence des glaucomes, mais c'est évidemment pas le seul test à faire. Il est évident qu'une gonioscopie en général sera un test complémentaire qui permettra effectivement de regarder le trabeculum sur tout le tour de l'angle iridocornéen. Mais c'est vrai que ça donne une indication, on voit très bien ici par exemple que l'angle, c'est drôle parce que sur cette photo justement l'angle n'est pas si fermé que ça. Là on doit avoir un angle qui fait une trentaine de degrés, voilà 37 degrés, donc ce qui évidemment n'est pas un angle dangereux en tout cas pour la fermeture de l'angle. Il y a un module qu'on n'a pas montré tout à l'heure, c'est le module d'adaptation de lentilles. C'est un outil qui peut être intéressant également pour les gens justement qui font de la prescription et de l'adaptation de lentilles. On a un logiciel qui est tout intégré à la machine et qui va pouvoir permettre d'une part de choisir le fabricant de lentilles. Donc on a une liste qui n'est pas exhaustive mais qui est relativement complète. On va pouvoir choisir donc, je vais aller très très vite là-dessus, une marque de lentilles. On va ensuite pouvoir choisir différentes choses, le design, le diamètre. Et là encore de simuler des adaptations comme on le fait généralement à la lampe à fente avec une goutte de fluorescéine. Ça c'est très tendance. De plus en plus, les opticiens sont équipés de topographes et font maintenant de l'adaptation avec une topographie, une image topographique. Et je connais même des confrères qui font directement des lentilles sur mesure, directement à partir de la topographie. Donc ça, c'est vraiment une tendance. Puis ça permet effectivement d'avoir des produits un peu plus techniques. Maintenant, on a des dégagements qui sont un peu plus complexes, on a même des dégagements inversés. Enfin bref, on est capable de faire des choses qui sont assez pointues et on ne peut pas se passer du tout de cette image idéale. Donc ça, c'est vrai que c'est assez précieux. On peut l'utiliser aussi, par exemple, dans le cas d'adaptation en orthoca. Et on fait des topographies, le soir on fait des topographies par exemple le matin au réveil. Et effectivement, on aura tout de suite une incidence, la modification de la topographie dans la nuit. Ce qui va évidemment conduire ce type d'adaptation pour lequel ce type d'image est absolument fondamental. Voilà. Donc oui, c'est un outil très très utile pour l'adaptateur, bien sûr. Avant de terminer, on a commencé par une petite vidéo de présentation de l'appareil. Moi, je souhaiterais vous montrer comment l'appareil fonctionne, puisque je vous ai dit tout à l'heure que l'appareil était complètement automatique. Le cœur de métier de Visionix, c'est bien évidemment Jacques Hartmann, mais c'est aussi le développement de l'autocentrage et de la mesure automatique. Donc tu vas te mettre derrière, Christophe, le temps qu'on prenne une mesure, et vous allez voir qu'en 90 secondes, l'appareil va nous donner un diagnostic complet sans que j'intervienne en quoi que ce soit. Donc une fois que le patient est installé, je vais centrer grosso modo l'œil de mon patient au moyen de l'écran automatique.
L'appareil va se focaliser sur l'apex cornéen, c'est-à-dire sur le sommet de la cornée, va réaliser la réfraction au moyen du module wavefront. Ensuite, réaliser la pachymétrie, donc c'est quelque chose qui prend quelques secondes, là encore. De manière tout automatique, il va venir faire la topographie. Alors la topographie, parfois, ça peut prendre un petit peu de temps. Là, c'est quelque chose qui dure moins de 5 secondes. Et à la fin, de manière, là encore, automatique, il va venir se focaliser sur l'œil de mon patient pour réaliser la prise de tonus sans contact. On va laisser, parce que le siège n'était pas très confortable, on va laisser Christophe se remettre en place. Donc je vous reparle un petit peu du groupe Lunovisionix Brio Veco. Brio Veco qui est bien connu des professionnels ici de l'optique pour les meuleuses qu'ils développent. Luno qui est bien connu du monde de l'ophtalmologie puisque c'est une société qui est présente sur le marché français depuis le début du XXe siècle. Et le groupe Visionix qui nous a englobés et qui nous chapeaute et dont le rôle lui est un gros bureau d'études. Donc, dont je vous l'ai dit tout à l'heure, la spécialité est le travail avec Jacques Hartmann, l'analyse du front d'onde généré par les systèmes optiques qu'on place dans beaucoup de nos machines et également cet autocentrage et cet auto-tracking qui font l'un et l'autre objet de beaucoup de brevets et qui sont distribués dans le monde entier, que ce soit dans nos filiales européennes ou américaines. On a des centaines de machines de ce type qui sont vendues, qui sont en place, qui vont répondre aux besoins de tous les professionnels de la vision, que ce soit, comme je vous l'ai dit, les ophtalmologistes, les opticiens, les optométristes, quels que soient donc leurs besoins, quels que soient les pays et surtout quelles que soient les législations en vigueur dans ces différents pays. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'approcher d'un peu plus près cette machine. Pour tous ceux qui sont intéressés, on est quelque part par là-bas, mais j'ai plus le numéro en tête de J044, donc n'hésitez pas à venir sur notre stand. On a plusieurs machines, on se fera un plaisir de vous la présenter et de vous montrer à quel point elle peut devenir indispensable dans votre pratique des examens de vue au quotidien. Merci beaucoup pour cette présentation de cette machine révolutionnaire. Donc on peut retrouver toutes les informations sur votre stand, mais aussi sur votre site internet. C'est ça? Donc est-ce que vous connaissez l'adresse par cœur? Luno.fr, tout simplement. C'est ça, Patricia. Luno. On vérifie avec Patricia, ouais, elle est d'accord. Non, c'est ça. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Et puis félicitations aussi pour le Silmodor que vous avez reçu hier pour une autre machine. Pour une autre machine qui est la Latitude, qui est une machine, donc une meuleuse que nous fabriquons et qui, elle, dépend du groupe Brio. Effectivement, Silmodor. Donc on est tous très contents, très fiers d'apporter ce nouvel appareil à la disposition des opticiens. Voilà, c'était le workshop présenté par Luno Technologies. Merci à tous. Merci Christophe d'être venu donc, pour apporter toute cette technicité de cette magnifique machine. Et puis on se retrouve très bientôt. Merci.